Bonjour à toutes et à tous, que ce soit dans la salle ou en ligne. Ça fait plaisir de voir la salle pleine et beaucoup de monde connecté. Alors, on aura commencé la semaine avec une conférence de prestige et bien que ce ne soit pas volontaire, en fait, on va la terminer avec une autre conférence de prestige. On aura commencé avec McGill et puis on va terminer avec le CRCHUM, avec Vincent Poitou aujourd'hui. Alors, vu que ce n'est pas tous les jours non plus qu'on a l'opportunité de présenter son directeur, collègue et ami, je ne vais pas me contenter de passer au travers de sa biographie que vous avez sûrement déjà lu dans l'invitation. Je voudrais juste revenir sur quelques points qui sont importants, en tout cas, à mes yeux, et notamment sur le programme de recherche qu'a développé Vincent sur les mécanismes fondamentaux de la fonction des cellules bêta dans la sécrétion d'insuline et comment ces mécanismes donc, peuvent contribuer au développement du diabète. Il établit vraiment des approches originales, un programme très prolifique avec plus de maintenant 140 articles et revues qui ont été publiés, programme qui est financé depuis des années par le NIH, les IRSC, Diabetes Canada, le CRSNG. Donc vraiment un superbe programme de recherche qui rayonne et qui a beaucoup d'impact. Ce qui, je pense, est important de souligner aussi quand on regarde le CV de Vincent, c'est la quantité de personnes qui sont passées dans son laboratoire, dans son groupe, notamment les postdoctorats, et qui, pour la plupart, ont maintenant des postes, soit de chercheurs indépendants dans l'académie, ou des postes de scientifiques dans l'industrie, que ce soit au Canada, en Suède, en Australie, en France, à travers le monde, tout simplement. Et ce qui note vraiment la qualité du mentorat qu'il procure en fait à tous ceux qui passent dans son laboratoire et dont j'ai pu directement bénéficier. Donc, je suis un peu en conflit d'intérêt sûrement ici. Et dans tout ça, ce qui est peut-être le plus important de souligner, c'est tout en bâtissant un superbe programme de recherche, en s'investissant auprès de ses trainees, c'est l'implication qu'a eu Vincent dès qu'il est arrivé en fait au Québec pour bâtir et fédérer la recherche à l'échelle institutionnelle et à l'échelle provinciale et nationale. Et je voudrais donner juste un bref historique pour ceux qui sont un peu plus jeunes dans la salle. Vincent est arrivé à Montréal en 2005. En 2007, il était déjà directeur associé du Centre du diabète et était devenu directeur scientifique adjoint du Centre de recherche du CHUM. En 2011, il devient co-directeur du Centre du diabète et il devient directeur scientifique du CRCHUM pour, en 2015, tout en étant directeur scientifique, et maintenant directeur de notre institution. Et je pense que sa contribution et son leadership a vraiment amené le CRCHUM à un autre niveau. Et je pense que les financements qu'on aura obtenus à l'échelle institutionnelle du FRQS sont un beau reflet de la façon dont il dirige le navire, on va dire. Au niveau provincial aussi, je voudrais souligner que depuis 2012, il s'est associé avec 3 autres chercheurs d'Université de Laval et Sherbrooke, Carpentier, Tchernoff et Laval, pour créer le premier réseau en diabète et obésité au niveau québécois, au niveau provincial, qui est devenu maintenant le plus gros réseau FRQS au Québec. Il faut le souligner, avec une vie scientifique et des programmes de financement de très haut niveau. Et finalement, depuis 2020, au niveau national, il a été cofondateur du Canadian Islet Research and Training Network, pour lequel il est aussi chair du développement stratégique. Donc, vous voyez ici l'implication qu'il a sur à la fois fédérer la recherche et faire rayonner le CRCHUM à l'échelle provinciale et à l'échelle nationale. En plus de ses implications au niveau international sur le nombre de comités au niveau du NIH dans lequel il est, etc. Donc, c'est vraiment un privilège, et j'appelle ça moi une conférence de prestige, de t'accueillir et de t'entendre parler d'autre chose que de problèmes administratifs, opérationnels et de financement. Donc, on est vraiment heureux d'accueillir le scientifique aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Thierry, c'est vraiment gentil. Je n'étais pas stressé, mais maintenant ça y est. Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir effectivement de venir vous parler pour une fois de mon programme de recherche. Ce n'est pas souvent, alors je vais vous parler de comment la cellule bêta pancréatique s'adapte à son environnement métabolique.
mais je vais, si ça fonctionne, comment ça va? J'ai pas le contrôle. Voilà. Je commence par le plus important. C'est un travail d'équipe, une grande équipe, pas juste la mienne, mais notre environnement. Le labo, bien sûr, on n'a pas eu l'occasion encore de refaire une photo live, mais ça, c'est un de nos derniers meetings Zoom. Et donc, je vais vous parler du travail de plusieurs personnes qui sont sur cette diapo. Je voudrais, avant ça, remercier d'abord Julien Ghislain, qui est là, qui est mon partenaire de sciences depuis de nombreuses années et qui nous permet de maintenir un programme compétitif. Caroline, notre agent de recherche, qui est fidèle au poste depuis que je suis arrivé au Québec et qui, en gros, fait fonctionner le laboratoire. Mélanie et puis Grace, qui n'est plus avec nous, mais qui sont de la plateforme de phénotypage métabolique et qui gèrent toutes nos colonies et toutes nos expériences in vivo. Et puis, les autres, je vais vous en parler au fur et à mesure de la présentation. Plusieurs collaborateurs à l'extérieur, mais aussi au CRCHUM. Ali Filali, qui n'est plus au CRCHUM, mais qui était bioinformaticien dans l'équipe d'Alexandre Prat, que je vais rementionner plus tard. Et puis, plus récemment, Greg Rutter et Adriana Di Polo, avec qui on développe un certain nombre de nouvelles approches. Les plateformes, on ne les remercie pas assez, je pense. On a accès à un plateau technologique exceptionnel dans le travail que je vais vous montrer. Sont surtout impliqués l'animalerie, parce qu'on travaille beaucoup avec des rongeurs, mais la plateforme de phénotypage métabolique, de cytométrie en flux et de pathologie moléculaire. Et ce n'est pas juste des infrastructures, c'est surtout des gens et de l'expertise derrière tout ça, et je les remercie. Et puis, les tissus humains, je vais vous montrer quelques exemples d'expériences sur des tissus humains qu'on reçoit essentiellement d'Alberta et puis d'un programme du NIH. Et je crois que c'est très important de remercier ça vient de personnes décédées qui donnent leurs organes pour la science et leurs familles, et je les remercie. Alors, pourquoi on pose la question qu'on pose aujourd'hui? Quel est le problème? Le problème, vous le voyez ici, c'est la prévalence du diabète à travers le monde selon les derniers chiffres de la Fédération internationale du diabète dans les régions mondiales. À chaque fois, le chiffre du bas, c'est la vraie prévalence, ça c'est le nombre d'adultes en 2021, puis les projections pour 2030 et 2045. Donc vous voyez d'abord qu'il y a plus de 500 millions d'adultes en 2021 qui souffrent du diabète, et que les projections sont absolument astronomiques. Et ce n'est plus juste une maladie des pays riches, c'est une maladie qui touche l'ensemble des régions, avec des augmentations de prévalence qui sont considérables, particulièrement dans les régions à faible et moyen revenus. Vous voyez le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Donc, problème considérable de santé publique. Au Canada et au Québec, on n'est pas beaucoup mieux lotis. Ça, c'est le nombre de Canadiens qui souffrent du diabète, toujours selon les mêmes sources. 3 500 000 personnes, un peu moins de 10% de la population canadienne quand même. Et au Québec, ça c'est les derniers chiffres de l'INSPQ, 1 personne sur 12. La prévalence est toujours un peu plus basse au Québec et en Colombie-Britannique pour différentes raisons, mais c'est quand même assez considérable. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la question, et puis après, je vais vous rentrer dans le vif du sujet. Plusieurs types de diabète, vous le savez, le diabète de type 1, qui est une destruction auto-immune des cellules bêta. Il n'y a plus d'insuline. Si vous n'avez pas d'insuline exogène, vous mourrez. C'est une maladie de présentation aiguë. Le diabète de type 2, qui est largement prépondérant, 90 à 95% des cas, c'est une carence relative en insuline qui est due à une combinaison entre un défaut de sécrétoire et une résistance périphérique. Présentation insidieuse, on avait l'habitude de dire d'âge mûr. En fait, avec la diminution de l'âge de prévalence de l'obésité, le diabète apparaît de plus en plus jeune, d'un âge de plus en plus jeune. Et je vais vous le montrer plus tard, qui est une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, dont particulièrement l'obésité. Le diabète gestationnel, qui touche quand même 3 à 20% des grossesses et qui est un facteur de risque à la fois pour la maman et pour le bébé après la naissance. Facteur de risque de développer un diabète de type 2 plus tard. Les diabètes monogéniques sont très rares, de plusieurs types, et ce qu'on qualifie d'autres diabètes. Je ne suis pas qualifié en neurosciences, on a beaucoup parlé de diabète de type 3, je ne suis pas sûr que la comparaison soit vraiment légitime, c'est très discuté dans la littérature. Les diabètes de
pancréatogéniques, donc associés à des pancréatiques, notamment, je vois Emmanuel dans la fibrose kystique, et puis une forme un peu particulière de diabète auto-immun chez l'adulte qu'on appelle le LADA. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, le diabète de type 2, c'est une collision entre un environnement génétique particulier et les facteurs environnementaux. Sur la gauche, ici, vous avez le lien entre... Essayez de prendre le pointeur si j'y arrive. Non, ouais. Pardon. Voilà. Le lien entre le risque de développer un diabète et l'indice de masse corporelle. C'est quoi l'indice de masse corporelle? C'est le poids en mètres sur la taille au carré en kilos. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Le poids en kilos sur la taille en mètres au carré, je vais y arriver, et vous voyez que chez l'homme et la femme, et surtout chez la femme, à partir d'un certain seuil, qui est variable en fonction des origines ethniques, donc regardez pas trop les chiffres, mais ce qui est important ici, c'est que ça augmente, le risque augmente de manière exponentielle au-delà d'un certain indice de masse corporelle. Là où la génétique intervient, c'est illustré ici, par exemple, le risque stratifié par l'histoire familiale. Quand vous avez une histoire familiale de diabète de type 2, vous avez un patrimoine génétique à risque. Et dans ce cas-là, si on stratifie, vous voyez que pour des indices de masse corporelle bas, il n'y a pas d'impact sur le risque, mais que dès que l'indice de masse corporelle augmente, évidemment, le risque est beaucoup plus élevé chez les personnes qui ont une prédisposition génétique. Puis, ça, c'est une autre façon de l'exprimer en fonction d'un score de risque polygénique, mais le message est le même. D'accord ? Donc, interaction complexe entre la génétique et l'environnement. L'architecture génétique du diabète de type 2 est aussi très complexe. Il y a plus de 400 variants qui ont été identifiés étant associés au diabète de type 2, mais chacun avec un risque prédictif extrêmement faible. Donc, c'est impossible d'avoir une idée claire d'une vraie association génétique avec un nombre de variants avec lesquels on pourrait travailler pour, par exemple, des scores polygéniques ou de la prédiction. Alors, j'en arrive à mon point qui est l'importance de la régulation de la glycémie dans l'homéostasie glycémique en général et puis le risque de diabète de type 2. La glycémie, c'est un paramètre biologique qui est très finement régulé. Et ici, vous avez c'est une vieille diapo qui vous montre en haut la glycémie au cours d'une journée. Et vous voyez qu'elle augmente après un repas. En général, on prend 3 repas par jour, mais qu'elle rediminue assez rapidement et qu'elle est maintenue dans une fourchette assez étroite. Et ce grâce, et c'est le graphe du bas, à une sécrétion d'insuline extrêmement finement régulée, qui augmente très vite dès que la glycémie augmente, mais qui redescend. L'insuline, c'est dangereux, ça tue, parce que ça crée des hypoglycémies. Donc, il y a aussi un contrôle non seulement du signal on, mais du signal off. Et donc, cette sécrétion, cette régulation très fine de la sécrétion d'insuline permet de maintenir la glycémie dans une fourchette, encore une fois, assez étroite. Ça vient d'où l'insuline? Ça vient des cellules bêta, qui sont des cellules endocrines logées dans des organes, des micro-organes qu'on appelle les îlots de Langerhans, qui sont eux-mêmes dans le pancréas. Voilà le pancréas qui est collé à la partie postérieure du duodénum et à la partie proximale du duodénum et qui, comme vous le savez, est un organe constitué à 97-98% de cellules exocrines qui fabriquent des enzymes digestives et pour 2 à 3% du tissu, de petits amas cellulaires qui sont dispersés dans le pancréas, qui ont chacun 1000 à 3000 cellules, qui s'appellent les îlots de Langerhans. Il y en a à peu près 1 million dans un pancréas humain. Ne me demandez pas pourquoi la nature a choisi de créer un organe endocrine dispersé dans un tissu exocrine. Je ne sais pas. Ça a sûrement un rôle, mais je ne sais pas lequel. Et ce n'est pas comme ça dans toutes les espèces. Toujours est-il que ces amas cellulaires contiennent plusieurs types de cellules endocrines, en majorité les cellules qu'on appelle bêta qui sécrètent l'insuline, mais aussi, comme vous le voyez ici, les cellules alpha qui sécrètent du glucagon et les cellules delta qui sécrètent de la somatostatine qui, dans ce contexte, a surtout un rôle paracrine de régulation de sécrétion des autres hormones et qui contribue très peu à la concentration de somatostatine circulante. Alors, on peut détecter un îlot de Langerhans facilement, par exemple, en faisant un marquage immunohistochimique pour l'insuline. Vous voyez ici, au milieu du tissu exocrine, un groupe de cellules qui a un signal positif avec un anticorps anti-insuline. C'est comme ça qu'on détecte un îlot. Alors, je vous l'ai dit, la cellule s'adapte à son environnement métabolique au cours des changements de glycémie dans la journée en fonction des entrées de nutriments, mais elle est aussi capable de s'adapter à des changements métaboliques sur le plus long terme.
Ça, c'est aussi une vieille diapo qui vous montre en haut les courbes de glycémie chez des individus de poids normal et des individus obèses. Et vous voyez que ces deux courbes sont quasiment superposées. Pourtant, les individus obèses sont résistants à l'insuline. L'insuline a une moindre efficacité biologique. Et la manière dont la cellule bêta compense pour cette résistance à l'insuline, c'est qu'elle sécrète plus d'insuline. Et vous voyez de fait que sur le graphe du bas, il y a une augmentation considérable de la sécrétion d'insuline chez les individus obèses et donc insulino-résistants, qui permet de maintenir une glycémie normale chez ces personnes-là. Malheureusement, ce mécanisme compensatoire fonctionne dans à peu près 80% des individus qui ont une résistance à l'insuline. Dans 20% des cas, ça ne marche pas et la cellule est parfois défaillante et ça conduit au diabète de type 2. Si on regarde un peu donc, de manière très simpliste l'histoire naturelle du diabète de type 2 au cours du temps, on peut voir qu'il y a une phase donc, de compensation. La sensibilité à l'insuline diminue, la glycémie est maintenue dans les valeurs normales grâce à une augmentation de la sécrétion et de la masse de cellules bêta. Puis, chez 20% des individus, il y a une phase de décompensation où la sensibilité à l'insuline continue à décliner, la sécrétion d'insuline ne peut plus continuer à augmenter et même diminue, et donc la glycémie finit par sortir de sa valeur normale, et c'est la défaillance de la cellule bêta et le diabète de type 2. Alors, notre hypothèse de travail globale, c'est que si on comprend les mécanismes par lesquels la cellule bêta s'adapte normalement à son environnement métabolique, on pourra identifier les causes de son dysfonctionnement qui mènent au diabète de type 2 et donc potentiellement d'améliorer la prévention, la détection et ou le traitement de la maladie. Donc, on veut comprendre ce qui se passe dans une situation de compensation physiologique ou pathologique pour essayer de nous donner des indices sur ce qui va mal quand cette compensation ne fonctionne pas. Alors, je reviens à ma diapo et on va donc s'intéresser à la première étape de compensation et particulièrement à l'augmentation de la masse fonctionnelle de cellules bêta en réponse à une résistance à l'insuline ou à un excès de nutriments, qui sont des conditions qui conduisent ou qui sont associées à l'obésité. Il y a plein de facteurs qui ont été montrés, qui ont été identifiés comme des facteurs stimulant l'augmentation de la masse fonctionnelle des cellules bêta. Nous, on va s'intéresser particulièrement aux nutriments, en particulier les acides gras et le glucose, et comment ces nutriments, particulièrement, augmentent la masse de cellules bêta dans les conditions normales. Je vous rappelle que la cellule bêta est une cellule endocrine hyper différenciée, très spécialisée, qui donc, je vais vous le montrer, en période postnatale, prolifèrent très peu. Ce pas des hépatocytes, c'est vraiment des cellules qui sont un peu comme des neurones, ça n'aime pas beaucoup proliférer. Alors, le modèle expérimental qu'on a utilisé dans la plupart des études que je vais vous montrer quelques études in vivo à la fin, mais surtout les études dans l'îlot isolé de rongeurs. Bon, d'abord, il faut être conscient que l'îlot isolé de rongeurs, il n'est pas la même structure et répartition des cellules que l'îlot humain. Je vais aussi vous montrer quelques expériences chez les îlots humains, mais en gros, notre paradigme expérimental est un peu toujours le même. Soit on isole les îlots de rats ou de souris, ou on obtient, je l'ai déjà mentionné, des îlots prélevés post-mortem chez les personnes qui sont décédées aux soins intensifs et puis qui donnent leurs organes. Les pancréas sont prélevés, puis on peut isoler les îlots. On les laisse, donc c'est un isolement à partir du tissu pancréatique qui est à la fois enzymatique et mécanique et qui permet de purifier les îlots. Qu'on laisse récupérer en culture et ensuite qu'on expose à différentes conditions expérimentales pour faire, et je vous montrerai des expériences de cytométrie en flux pour mesurer la prolifération. On peut faire ce qu'on appelle des incubations statiques pour mesurer la sécrétion hormonale ou extraire de l'ARN, des protéines, tout ce qu'on veut. Alors, première partie, et je vais vous montrer deux études qui viennent d'être publiées. Je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de données préliminaires non publiées parce qu'on n'a juste pas eu le temps, les papiers viennent de sortir. La première qui concerne l'adaptation de la cellule bêta à un excès de nutriments et l'autre à la résistance à l'insuline pendant la puberté. Donc, première partie, vous allez me dire, bon, quand on devient résistant à l'insuline, on est résistant à l'insuline, donc ce n'est pas compliqué, l'augmentation de la masse des cellules bêta
résulte de la résistance à l'insuline. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que si on regarde ce qui se passe dans des modèles de rongeurs, et ici, c'est une étude qu'on a faite en collaboration avec Maureen Gannon à Vanderbilt, on est capable de détecter, quand on met une souris sous une diète riche en lipides, par exemple, on est capable de détecter une prolifération des cellules bêta très tôt en réponse à une diète riche en lipides. Vous voyez ici le marquage, par exemple, au marqueur de prolifération Ki67, 0,4 semaines, 3 jours à peu près, avant l'apparition d'une résistance à l'insuline. Okay, donc, il y a un effet direct des nutriments sur la prolifération des cellules bêta, indépendamment de la résistance à l'insuline. Et c'est ça qu'on essaie d'étudier dans ce travail que je vous montre. Donc, on est reparti avec notre modèle d'abord in vivo, mais ensuite ex vivo dans des îlots isolés pour, et je vous fais une histoire courte, montrer que parmi les différents acides gras qui sont présents quand on fait une infusion d'acides gras ou quand on donne une diète riche en lipides, il y en a un qui stimule la prolifération des cellules bêta, parmi ceux qu'on a testés, c'est l'oléate. Okay, vous voyez ici la prolifération mesurée par cytométrie en flux, encore une fois, les cellules doublement positives au marqueur de prolifération Ki67 et à l'insuline. Donc, c'est les cellules bêta qui prolifèrent. Et vous voyez que le palmitate n'a pas d'effet, c'est l'oléate et non pas le linoléate non plus qui augmente la prolifération des cellules bêta, et ce de manière dose dépendante, comme montré en dessous. Alors, à partir de ces données, Alexis Vivoli, qui est en train de finir de rédiger sa thèse, s'est posé la question suivante: quel est le profil transcriptionnel des cellules bêta qui prolifèrent? Et il est depuis 1 an aidé par Zoraya Angeles, qui est là aussi, qui termine sa maîtrise et commence son doctorat en janvier. Et donc, ce que Alexis a utilisé l'approche 10x, la plateforme 10x Genomics pour faire du séquençage d'ARN en cellules uniques. Je vous fais grâce des détails méthodologiques, mais disons, pour simplifier, c'est une approche qui permet de mesurer, d'évaluer le transcriptome de chaque cellule de l'échantillon avec un système de code barre qui permet de retracer le transcriptome vers la cellule d'origine et la condition d'origine. Et donc, ce qu'Alexis a fait, c'est qu'il a isolé les îlots de rats. Il les a cultivés 48 heures dans 3 conditions. La condition contrôle, avec du palmitate, avec de l'oléate. Il a fait donc son analyse de transcriptomique en cellules uniques et parallèlement, il a mesuré la prolifération des cellules. Quand on fait ça à partir des îlots, donc là, il y a à peu près sur ce graphe, une fois qu'on a fait toute l'analyse, à peu près un peu plus de 50 000 cellules, qui spontanément, dans cette configuration ou cette visualisation-là, vont se ségréguer dans des groupes qui correspondent aux groupes de cellules hormonales. Okay, donc, vous avez des types de cellules endocrines. Donc, vous avez les cellules qui expriment l'insuline ici, les cellules qui expriment le glucagon ici, celles qui expriment la somatostatine ici, etc. Donc, spontanément, avec cette réduction de dimensionnalité, on est capable d'isoler les différents groupes de cellules endocrines. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'analyse fonctionne et qu'il y a assez de différences entre les transcriptomes de ces cellules pour les regrouper. Alors, si ensuite on se concentre sur les cellules bêta, au sein de cette population, on est aussi capable d'identifier des sous-groupes de cellules qui diffèrent par leur profil transcriptionnel. Okay, vous voyez ici, là encore, je passe les détails de l'analyse bioinformatique qu'Alexis pourrait vous expliquer, mais que je suis incapable de faire. Mais on est capable d'identifier différents groupes, différents sous-groupes qui n'ont pas les mêmes profils transcriptionnels, en l'occurrence bêta 1, 2, 3, 4 et 5. C'est un peu artificiel, il faut se méfier, ça ne veut pas dire que ça correspond à quelque chose qui est généralisable, mais ça permet, en particulier dans notre cas, d'isoler le sous-groupe de cellules qui sont en prolifération active parce qu'elles ont, quand on fait une analyse d'enrichissement de gènes, elles expriment préférentiellement par rapport aux autres sous-groupes, vous le voyez ici, là, les barres oranges, des groupes de gènes qui sont associés au cycle cellulaire, à la mitose, etc. Beaucoup plus que les autres. Puis effectivement, si on regarde un certain nombre de gènes qui sont des gènes de prolifération, vous voyez ici Ki67, beaucoup plus exprimé dans le groupe bêta-2, Cycling Dependent Kinase 1, PCNA, etc. Donc, on a été capable d'isoler un sous-groupe de cellules
qui expriment des marqueurs de prolifération. Est-ce que ces cellules prolifèrent? Ben oui. Voilà l'analyse par cytométrie en flux qui est faite en réponse au palmitate ou à l'oléate. Puis, vous voyez ici l'augmentation qui est significative, comme je vous l'ai dit plus tôt, en réponse à l'oléate, mais pas en réponse au palmitate. Ça, c'est une autre façon de regarder la question, c'est quelle est la proportion de cellules issues de chaque traitement dans chaque sous-groupe. Okay, puis vous voyez que dans le sous-groupe bêta-2, il y a beaucoup plus de cellules qui étaient dans la condition oléate que dans les autres sous-groupes, ce qui montre qu'en réponse à l'oléate, les cellules prolifèrent. Pas de différence, par contre, de prolifération dans les cellules qui sont positives pour le glucagon, donc les cellules alpha. Donc, un effet spécifique de l'oléate sur la prolifération des cellules bêta et pas les autres types endocrines, au moins les cellules à glucagon. Alors, Alexis a poussé l'analyse un peu plus loin avec l'aide d'Ali Filali, encore une fois, puis a identifié un certain nombre de réseaux de gènes qui sont associés à un sous-groupe versus l'autre. Puis là, je vous montre le sous-groupe bêta-2 de cellules proliférantes versus bêta-1, qui est le plus grand sous-groupe identifié. Et on a été particulièrement intrigué par le fait qu'il y avait un réseau de gènes qui étaient associés à l'activité oxydoréductase et à la phosphorylation oxydative qui était surexprimé ou plus présent dans le sous-groupe de cellules qui prolifèrent. Et ça, c'est la liste de gènes. Regardez surtout pas les détails, mais ce qui nous a marqué également, c'est qu'il y a 3 isoformes de ces enzymes qu'on appelle les peroxyrédoxines qui étaient surexprimées dans ce sous-groupe-là. Alors ça, c'est intéressant parce que dans le domaine de la sécrétion d'insuline, on a, pas nous, mais plusieurs équipes ont montré il y a bien longtemps que les espèces réactives de l'oxygène et les radicaux libres, de manière générale, ce n'était pas forcément nocif et que ce sont des facteurs de couplage qui, quand ils sont produits de manière modérée et au bon moment, sont importants pour la sécrétion d'insuline en réponse au glucose. Donc, on s'est posé la question de savoir si c'était le cas aussi pour la prolifération des cellules en réponse aux acides gras. Et là, et je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne les comprends pas, mais Alexis a utilisé 2 approches qui sont très intéressantes pour essayer de voir quelle est la progression des cellules bêta vers le phénotype de prolifération en réponse à un stimulus, l'oléate en l'occurrence. Et comme on ne peut pas le faire, ou c'est très cher et compliqué de le faire vraiment de manière séquentielle, parce qu'il faudrait faire des prélèvements à, je sais pas moi, toutes les 2 heures pendant 48 heures, puis faire une analyse de séquençage sur un grand nombre d'échantillons, ce qui coûte cher. On a utilisé différentes approches bioinformatiques qui permettent d'inférer, je ne sais pas si c'est un mot en français, d'inférence d'une trajectoire qu'on appelle pseudo-temporelle. Donc ça, comment ça marche? Ben, ça regarde le principe, c'est d'essayer de comprendre l'évolution du niveau d'expression d'un gène dans une population de cellules, puis les classer, ça monte, ça descend, et ça permet de retracer une trajectoire qui, encore une fois, n'est pas une vraie ligne de temps, mais de pseudo-temps. Alors, le premier outil qu'il a utilisé s'appelle Cytotrace. Ça repose sur un principe très simple, c'est que plus une cellule est indifférenciée, plus elle exprime de transcrits différents. En général, quand les cellules se spécialisent, elles expriment moins de gènes différents. Et donc, en comptant le nombre de transcrits différents dans chacune des cellules, on est capable de dégager un indice d'immaturité, si on veut. Et vous voyez qu'ici, si on reprend nos populations de cellules bêta, ces cellules ici sont matures et ces cellules ici sont immatures. Puis on sait très bien que pour qu'une cellule différenciée, spécialisée comme la cellule bêta soit capable de rentrer en prolifération, il faut d'abord qu'elle se dédifférencie. Elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas être super spécialisée à sécréter une hormone et se proliférer en même temps. Donc, il y a une phase de dédifférenciation qui précède la prolifération. Et donc, puis là, vous voyez, ça c'est une autre présentation qui montre l'indice d'immaturité qui est plus élevé avec les acides gras que dans la condition contrôle. Et ensuite, à partir de là, Alexis a utilisé une nouvelle approche qui s'appelle condiment, qui vient d'être publiée,
qui permet de faire une analyse pseudo-temporelle en fixant le point de départ. Donc là, on s'est dit, si on prend les cellules les plus différenciées, qu'est-ce qu'on est capable de trouver d'identifier comme trajectoire vers la prolifération? Et l'algorithme a trouvé 3 trajectoires différentes, dont une qui va effectivement, le lineage 3 ici, vers les cellules en prolifération. Et je ne vous le montre pas, mais dans cette trajectoire-là, la condition oléate était prépondérante. Okay? Donc, ça veut dire qu'en réponse à l'oléate, ou en tout cas, ça suggère qu'en réponse à l'oléate, un certain pool de cellules bêta différenciées au départ se dédifférencie et va vers un phénotype et une capacité de prolifération. Alors, on peut, à l'intérieur du lineage 3, regarder l'évolution d'un certain nombre de gènes. Et effectivement, si on regarde, ça c'est l'expression relative par rapport au véhicule, dans la condition oléate, vous voyez qu'il y a une surexpression de la forme 2 de la peroxyrédoxine, de la forme 1 de la peroxyrédoxine, et une expression moindre de marqueurs de maturité de la cellule bêta, par exemple les facteurs de transcription de NeuroD1, PDX1 et même l'insuline. Et donc, ça correspond à notre hypothèse que ces cellules-là sont en prolifération, qui est associée à probablement une activité oxydoréductase, et elles sont moins matures. Alors, ensuite, Alexis, et c'est là que Zoraya a commencé à nous aider dans le projet, est revenu sur cette observation de l'augmentation de l'expression des peroxyrédoxines en posant la question de savoir l'implication fonctionnelle de tout ça. Ils ont mesuré avec une sonde de stress oxydant ou d'espèces réactives de l'oxygène. Ça, c'est regardez-le ici, c'est plus parlant. Une augmentation effectivement de production des espèces réactives de l'oxygène en réponse à l'oléate. La prolifération en réponse à l'oléate est bloquée en présence d'un antioxydant, la N-acétylcystéine, et elle est bloquée en présence d'un inhibiteur des peroxyrédoxines, la conoïdine. Donc, ce qui valide sur le plan fonctionnel l'implication de cette voie dans la prolifération en réponse à l'oléate. OK, je vais passer là-dessus. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'oléate, mais pas le palmitate, stimule la prolifération des cellules bêta. Il y a un effet différentiel qui n'est pas lié à un effet divergent tellement sur le transcriptome entre l'oléate et le palmitate, mais probablement à la force du signal, et que la prolifération des cellules en réponse à l'oléate requiert la production d'espèces réactives de l'oxygène, l'activité des peroxyrédoxines et l'activation du facteur de transcription mixte, je ne vous l'ai pas montré. Et on pense que les peroxyrédoxines agissent comme relais redox, et c'est ce qu'on est en train d'étudier actuellement, parce que vous allez me dire, si les peroxyrédoxines sont antioxydantes, pourquoi est-ce que quand vous les inhibez, ça inhibe la prolifération? Parce que en l'occurrence, elles agissent probablement pas comme antioxydants, mais comme un relais des équivalents redox vers une voie de signalisation en aval. Alors, les prochaines étapes, peut-on mesurer la cinétique de production des réactifs des ROS dans les cellules bêta en réponse à l'oléate? Je vous ai montré une manip statique avec le CellRox, qui est une sonde qui nécessite de fixer les cellules. Est-ce qu'on est capable de le faire dans des cellules vivantes? Là, on utilise des vecteurs, enfin des sondes exprimées par un adénovirus ou un virus associé aux adénovirus qui nous ont été fournis par Amelia Lineman à Indiana, et Zoraya a commencé à faire un certain nombre d'expériences. Vous voyez que quand on met un pro-oxydant, il y a une émission à une certaine longueur d'onde qui diminue, une autre qui augmente. Ça permet de mesurer en temps réel la production des espèces réactives de l'oxygène. On travaille avec l'équipe d'Adriana et Clara, qui est là aussi, joue un rôle important dans ces manips pour monter un modèle de transplantation d'îlots dans la chambre antérieure de l'œil. Alors, n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Il y a même des essais cliniques chez l'homme pour transplanter des îlots dans la chambre antérieure de l'œil. Pour corriger la glycémie. Ça fonctionne très bien. Vous voyez ici des îlots dans un œil de rat 35 jours après transplantation. Ça permet, d'abord, c'est un site immunoprotégé, puis ensuite, ça permet d'avoir une visualisation de ce qui se passe. Si on a des îlots qui expriment des sondes, ça peut être extrêmement utile comme modèle d'imagerie longitudinale.
Et on travaille donc aussi avec Guy Rutter, qui est ici, qui a beaucoup d'expérience, et avec Louis dans son équipe, qui nous aide beaucoup. Quelles sont les isoformes de peroxyrédoxine impliquées? Et j'ai commencé à discuter avec Nathalie Granvaux, qui est la spécialiste de ça, de savoir comment on pourrait les étudier. Et puis, quelles sont les cibles de peroxyrédoxine? Je vous ai dit que si elles agissent comme un relais redox, ça veut dire qu'elles transmettent le signal à une voie de signalisation en aval qu'on doit identifier. Alors, ça va? Deuxième volet, la résistance à l'insuline pendant la puberté. Ça, c'est un projet qui a été amené au labo par Anne-Laure Castel, qui a fini son postdoc il y a quelques mois, qui est une endocrinologue pédiatre française, qui est arrivée avec son idée. En général, c'est les meilleures idées, ça, hein, quand les étudiants arrivent avec, en disant, je veux savoir ce qui se passe, je suis endocrinologue pédiatre, je veux savoir ce qui se passe avec les cellules bêta pendant la puberté. Puis depuis que Anne-Laure est partie, c'est Clara Goubeau qui est là, qui a repris le projet. Alors, on sait que pendant la puberté, il y a des changements métaboliques. C'est une période physiologique de résistance à l'insuline à cause de tous les changements hormonaux qui y sont associés. Mais ça a été très peu étudié, puis on ne sait pas du tout ce qui se passe en termes de masse de cellules bêta pendant la puberté. Il y a une autre période physiologique de résistance à l'insuline qui est beaucoup mieux connue, qui est la grossesse. Et la réponse de la cellule bêta à la grossesse a été très bien caractérisée, mais celle de la puberté, on ne la connaît pas. Donc, l'idée d'Anne-Laure était d'autant meilleure qu'elle était parfaitement nouvelle. Alors, la première chose qu'Anne-Laure a faite, c'est de mettre en place, de caractériser un modèle de puberté chez le rat, et elle a montré, par des caractères sexuels, l'apparition de certains nombres de caractères sexuels et morphologiques. Elle a caractérisé la période de puberté, peu importe les détails, et surtout elle a montré que ici c'est un test de tolérance au glucose. Donc vous voyez qu'on donne du glucose, la glycémie augmente, puis après elle diminue. Et si on prend des rats au sevrage, la glycémie diminue beaucoup plus rapidement après une charge en glucose que si on prend des rats d'âge pubère ou adulte. En gros, les autres graphes montrent la même chose. Ici, vous avez un test de tolérance à l'insuline. Ça, c'est Clara qui les a fait, qui montre que quand on donne de l'insuline, la glycémie diminue beaucoup plus vite et beaucoup plus bas chez les rats au sevrage que chez les rats pubères ou adultes. Donc, au moment de la puberté, il y a une diminution de la sensibilité à l'insuline, qui dans l'occurrence persiste à l'âge adulte, ce n'est pas le cas chez l'homme, peu importe. Et on veut savoir ce qui se passe, comment est-ce que la cellule bêta parvient à maintenir une glycémie normale pendant cette période ou face à cette insulinorésistance. Alors, elle a montré qu'effectivement, il y avait une vague de prolifération des cellules bêta. Ça, c'est en fonction de l'âge, les semaines. Et puis, la prolifération des cellules bêta, encore une fois mesurée par double marquage, par cytométrie, Ki67, qui est le marqueur de prolifération, et insuline. Vous voyez une augmentation de la prolifération qui ensuite diminue après la puberté et qui se traduit par une augmentation de la masse de cellules bêta. BCM, c'est bêta cell mass. Vous le voyez ici sur un îlot à l'âge pubère au 37e jour après la naissance. Et si on bloque la puberté, en l'occurrence en utilisant le C3X, qui est un antagoniste du récepteur du GnRH, donc ça bloque tout ce qui est en dessous, on bloque la prolifération des cellules bêta, qui est montré ici avec un autre marqueur à la place de l'insuline, mais même principe. Ce qui est important, c'est qu'elle a été aussi capable de montrer que la même chose arrive chez l'homme. On a obtenu par Dorothée Del-Sanglier à Sainte-Justine des échantillons de pancréas qui avaient été prélevés chez les enfants d'âge pubère, malheureusement. Vous voyez que si on classe, les pédiatres, ils classent la puberté en différents stades, ça s'appelle les stades Tanner, de 1 à 5. Donc, en gros, 1, 2, c'est pré-puberté, 3, 4, c'est pendant la puberté, puis 5, c'est post-puberté. Et vous voyez ici que seuls les échantillons qui correspondaient à un âge pubertaire avaient une prolifération mesurable des cellules bêta, identifiées ici par, encore une fois, le marquage au Ki67, puis le peptide C, c'est la même chose que l'insuline, en gros, c'est le marquage en rouge et le Ki67 en vert. Et donc, avec toutes les précautions qu'on peut prendre à partir d'une analyse d'échantillons post-mortem, ça montre quand même, ça suggère qu'il y a aussi une vague de prolifération des cellules bêta chez l'homme. Alors ensuite, la question suivante, c'était
comment ça fonctionne. La première chose que Anne-Laure a testé, c'est d'utiliser des sérums, dans des îlots isolés, des sérums de rats pubertaires pour voir si ça augmente la prolifération des cellules bêta. Et effectivement, c'est le cas. Ça augmente la prolifération des cellules bêta. Aussi, chez le rat, la prolifération des cellules à glucagon, curieusement. Curieusement, parce que ce n'est pas le cas chez l'homme. Et là, Anne-Laure a obtenu des sérums humains de 4 à 8 ans, donc prépubértaires, ou de 11 à 14 ans, donc pubertaires, et elle montre un effet prolifératif du sérum pubertaire sur les îlots humains, qui, à la différence du rat, n'est pas observé sur les cellules à glucagon, donc les cellules alpha. Donc, encore une fois, un effet qui semble sélectif pour les cellules bêta, en tout cas chez l'homme. La question, bien sûr, c'est quoi dans le sérum qui augmente la prolifération des cellules bêta? Les premiers coupables qu'on a regardés, le coupable évident qu'on a regardé, c'est l'insuline, puisqu'on a une augmentation de la résistance à l'insuline, l'insulinémie est plus élevée. Ce n'est pas l'insuline. Je résume en quelques mots. On a fait beaucoup de manips pour le montrer. Peut-être la plus convaincante est celle-ci, où Anne-Laure a cultivé des îlots en présence d'un inhibiteur, d'un antagoniste du récepteur de l'insuline et a montré absolument aucun effet. Le sérum est toujours capable de stimuler la prolifération. Et dans les expériences que je vous avais montrées avec le sérum avant, le sérum est décomplémenté, forcément, ce n'est pas le même animal. Et dans le sérum décomplémenté, il y a 0 insuline. Donc, ce n'est pas l'insuline. Ça ne nous dit pas ce que c'est, mais je peux vous dire ce que ce n'est pas. Ce que ça pourrait être, et là, on est encore en train d'explorer, c'est l'hormone de croissance, dont on sait que, puis je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais pendant la grossesse, il y a une sécrétion de l'hormone de croissance, et surtout, il y a un changement du profil d'expression des récepteurs à la sérotonine dans la cellule bêta. Dans la cellule bêta et d'autres, l'hormone de croissance agit sur son récepteur, elle stimule la synthèse de sérotonine à partir du tryptophane. Et la sérotonine est capable d'agir de manière autocrine sur ses propres récepteurs. Et là, il y a plusieurs formes. Il y a un récepteur couplé aux sous-unités GI, inhibiteur de prolifération, puis il y a un récepteur couplé aux sous-unités GS, qui est activateur de prolifération, GQ, qui est activateur de prolifération. Pendant la grossesse, il y a un changement d'expression du récepteur vers la forme proliférative. Et en gros, ce qu'Anne-Laure a montré, c'est qu'il se passe la même chose pendant la puberté. Ici, vous voyez une augmentation d'abord de l'expression du récepteur à l'hormone de croissance sur les îlots pubertaires et de la même manière, une diminution de la forme inhibitrice du récepteur et une augmentation de la forme pro-proliférative du récepteur. Donc, il y a un changement phénotypique qui est compatible avec un effet prolifératif de l'hormone de croissance via la voie de la sérotonine. Et si elle bloque le récepteur à la sérotonine, l'isoforme HTR2B, donc celle qui est positive, avec cet inhibiteur ici, dans les îlots isolés, elle bloque l'effet du sérum sur la prolifération pendant la puberté. Puis elle a fait le même type d'expérience chez le rat, in vivo, où elle a injecté l'inhibiteur et où elle voit une diminution de la prolifération des cellules bêta. Dernier point, vous allez me dire, ça c'est bien, d'accord, mais pourquoi c'est important? Alors c'est important parce qu'on sait, essentiellement à partir d'études épidémiologiques, que le poids corporel au moment de la puberté est un facteur de risque important pour le développement du diabète de type 2 chez l'adulte, et particulièrement au moment de la puberté. Et alors, a essayé de comprendre pourquoi, avec son modèle de rat. Donc ce qu'elle a fait ici, c'est assez simple, c'est pas simple à faire, mais le schéma est simple. Elle a pris des rats qu'elle a traité soit avec une diète normale, soit avec une diète riche en lipides pendant 4 semaines entourant la puberté. Puis elle a remis les rats sous une diète normale à la semaine 8 et elle a évalué l'homéostasie glycémique à la semaine 12, donc après une période de 4 semaines où tout le monde mangeait un régime normal. Alors, si on regarde à la semaine 8, après 4 semaines de régime riche en gras, les animaux ont une intolérance au glucose. C'est normal. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la semaine 12, même après 4 semaines de régime normal, ils ont encore une intolérance au glucose. Et
ils sont résistants à l'insuline. Et là, je ne rentre pas dans le détail, mais ça, c'est des expériences de clans hyperglycémiques qui permettent de mesurer plus spécifiquement qu'avec un test de tolérance la sensibilité à l'insuline. Et vous voyez qu'à la semaine 12, elle est diminuée et la sécrétion d'insuline est presque significativement diminuée. Et de la même manière où on pense en conséquence, si on mesure la prolifération des cellules bêta juste une semaine après avoir commencé la diète riche en gras, à la fin ou un mois plus tard, eh bien, vous voyez une diminution de la prolifération à la semaine 5 et à la semaine 8, une diminution du contenu en sérotonine des îlots, qui concorde avec notre hypothèse mécanistique, mais surtout, et c'est ça qui est important, une diminution de la masse de cellules bêta qui persiste à la semaine 12, un mois après que les animaux soient tous revenus sur une diète normale. Okay, donc, la diète, même de manière temporaire pendant la période pubertaire, a un effet à long terme sur ce qui se passe à l'âge adulte. Donc, la puberté est associée à une vague de prolifération des cellules bêta chez le rat et chez l'homme. Il y a un facteur circulant dans le sérum à l'âge pubertaire qui déclenche la prolifération. On pense que la prolifération implique la voie de signalisation hormone de croissance, sérotonine et son récepteur HTR2B. Et un régime riche en lipides pendant la puberté chez le rat altère la réponse proliférative normale des cellules bêta et conduit à une intolérance au glucose à l'âge adulte. Quelles sont les prochaines étapes? Ça, c'est en gros notre hypothèse de travail. Ça, c'est le plan de travail de Clara. 1. Quel est le facteur circulant dans le sérum pubertaire qui stimule la prolifération? Donc là, on retourne à la bonne vieille biochimie, fractionnement de sérum et puis ça. 2. Quel est le rôle des hormones sexuelles? Parce que quand même, il y a des modifications hormonales et les hormones sexuelles ont un effet sur la masse de cellules bêta, on le sait, dans d'autres contextes. Quelles sont les voies de signalisation impliquées in vivo? Parce que tout ce que je vous ai montré, c'est dans des modèles ex vivo d'îlots isolés. Et puis, un projet tangentiel qui se développe, mais qui m'amuse beaucoup, pour lequel on vient d'écrire une demande de subvention avec Sylvie Lesage à Maisonneuve, qui part de l'hypothèse suivante, c'est qu'on sait que les cellules qui prolifèrent sont plus sensibles à l'inflammation et en particulier à l'effet délétère des cytokines pro-inflammatoires. On sait par ailleurs que dans le diabète de type 1, donc là je reviens au diabète insulinoprive, auto-immun, etc., dans le diabète de type 1, il y a un pic d'incidence au moment de la puberté que personne n'a jamais expliqué. On dit toujours c'est la résistance à l'insuline, oui, mais pourquoi ça te rend plus sensible à une attaque auto-immune? Et donc notre hypothèse, qui est un peu folle, mais on va la tester, c'est peut-être que les cellules qui prolifèrent pendant la puberté sont plus sensibles à l'effet des cytokines pro-inflammatoires qui sont associées à l'insulite, c'est-à-dire à l'attaque auto-immune des cellules bêta. Bon, c'est un peu farfelu, mais ça pourrait être amusant. Et je sors de ma zone de confort, puisque je ne connais rien au diabète de type 1 et que je compte sur Sylvie Lesage pour nous aider à naviguer à travers tout ça. Alors, en conclusion générale, j'espère vous avoir montré au début que le diabète est un fardeau de proportion pandémique. Le dysfonctionnement de la cellule bêta joue un rôle primordial dans la pathogénèse de toutes les formes de diabète. La cellule bêta s'adapte normalement à une insulinorésistance physiologique, la puberté, la grossesse, ou pathologique, l'obésité, en augmentant sa masse fonctionnelle. Le diabète de type 2 apparaît quand ce phénomène compensatoire est défaillant. Et donc, pour revenir à mon hypothèse de travail, la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires de l'adaptation de la cellule bêta à son environnement métabolique pourrait ouvrir des pistes, et je suis prudent, on est en préclinique ici, pour préserver sa fonction et prévenir le diabète de type 2. Et avec ça, je pense que j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Magnifique. On va commencer par les questions dans la salle. Je vais commencer par quoi? On va commencer par les étudiants. Vincent, je ne sais pas si ça fonctionne en levant la main. Oui, je t'ai vu, Pavel, mais on te revient tout de suite.
Non, c'était mon son à moi. Je vais mettre ton son. Mais je le sens bon. Enlève-toi de... Attends, Pavel, enlève ton micro, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Pas toi. Et on sait qu'il y a une dans le développement aujourd'hui. Et dans l'étude du sérum, est-ce que vous avez prévu d'essayer de voir s'il y a des problèmes qui régulent la prolifération des sexes? Non, c'est une très bonne suggestion. C'est vrai qu'on n'a pas a priori prévu. Tu veux que je répète la question? La question, c'est de savoir si on a prévu d'évaluer dans le sérum la possibilité que des micro-RNA puissent contribuer à la prolifération. La réponse, c'est très bonne suggestion, merci. On n'a pas vraiment, je vois Clara prendre des notes furieusement, c'est bien. On n'avait pas pensé, mais oui, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si on peut détecter. Il faudrait, en tout cas, il faut que je réfléchisse à comment on pourrait le tester, mais c'est une bonne idée. Merci. Oui, merci Alexandre. Une question toute naïve, c'est pour mon domaine. Est-ce qu'on en prend du nom de l'huile d'olive? Écoute, alors la question de Régence, c'est est-ce qu'il faut ou pas prendre de l'huile d'olive? Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication à la consommation modérée d'huile d'olive. Il y a des effets bénéfiques très vastes sur, en particulier, la santé métabolique. Quand je dis très vaste, c'est-à-dire sur plusieurs organes des acides gras monoinsaturés. Et c'est la fameuse histoire du régime méditerranéen. Est-ce que c'est via le mécanisme que j'ai décrit? Ça, j'en sais rien, mais oui, c'est mieux que l'huile de palme, je te confirme. En plus, c'est meilleur pour l'environnement. Il y a Florence puis Nicolas. Alors ça, c'est une très bonne question. La question, c'est est-ce qu'on a identifié 5 sous-groupes? Est-ce qu'avec l'âge, les sous-groupes vont diminuer? Quel sous-groupe en particulier? Non, c'est une super question. Alors, il y a deux volets de la réponse. D'abord, il faut se méfier des sous-groupes. Hein. Il commence à y avoir dans notre domaine des méta-analyses d'analyse, des méta-analyses d'analyse transcriptomique en cellules uniques d'ILO. Il n'y en a pas, si tu regardes les sous-groupes, il n'y en a pas 2 qui disent la même chose. Si tu regardes même les gènes il y en a qui ont comparé des îlots de patients diabétiques de type 2 versus non diabétiques, qui ont essayé d'identifier des gènes dont l'expression est associée au diabète de type 2. Il n'y en a aucun qui est commun parmi, je crois qu'il y avait 5 études dans la méta-analyse. Okay, donc, les sous-groupes, c'est très dépendant de comment tu as normalisé les données, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil, comment tu le présentes, enfin, et des conditions expérimentales, etc. Donc, je ne prendrai pas pour acquis qu'il y a 5 sous-groupes. Dans notre analyse, comme on l'a fait, il y en a 5. Deuxième volet, est-ce qu'il y a est-ce que les sous-groupes changent ou en gros, est-ce que le phénotype des cellules bêta change en fonction de l'âge? Alors là, clairement, la réponse est oui. Guy pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais dans notre étude, on ne l'a pas évalué. Mais les études qui ont regardé un certain nombre de caractéristiques transcriptomiques des populations et de l'hétérogénéité des cellules bêta en fonction du temps, montre que tant en fonction de l'âge que, par exemple, dans l'évolution du diabète de type 2, oui, les proportions changent. Vincent, est-ce qu'on peut avoir une question de Zoom? Vas-y, Pavel. Merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire ce que tu as présenté. J'étais fasciné par ça. Peut-être une suggestion, un commentaire ou une question d'abord. La partie avant l'effondrement d'hyperinsulinémie, juste dans le prédiabète, est-ce que cette période-là est déjà nocif à ce qui va arriver? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a dans le prédiabète, il y a déjà la microalbuminurie, par exemple. Donc, il y en a une dommage rénale. Est-ce que ça prédispose la hyperinsulinémie avant que ça s'effondre, ça devient diabète? Est-ce que c'est déjà
engendrer vers une pathologie? Alors, clairement, oui. En fait, écoute, la notion de prédiabète est totalement artificielle. Oui. Tu sais mieux que moi, là, c'est toi le diabétologue. Pour ceux qui ne savent pas, d'abord, je dis toujours ça aux étudiants en cours, mais il faut comprendre que la notion de diabète, le diagnostic de diabète est défini par un seuil de glycémie ou d'hémoglobine glyquée, peu importe, qui vient, encore une fois, tu sais ça beaucoup mieux que moi, d'études qui ont 30 ans bientôt, sur le seuil d'apparition d'une des complications micro-angiopathiques dans le diabète de type 1. Puis c'est un seuil qu'on applique à toutes les formes de diabète, à toutes les populations ethniques, aux hommes, aux femmes, pareil. Donc ça ne veut rien dire, c'est totalement arbitraire. Puis les complications, qu'elles soient macro ou microvasculaires, elles n'arrivent pas juste parce que tu as passé un seuil, c'est un continuum. Et il commence à y avoir pas mal d'études chez l'homme, depuis qu'on définit la période de prédiabète, qui montrent qu'il y a autant de risques, ou en tout cas, il y a clairement un risque de complications microvasculaires, macrovasculaires et d'AVC chez les patients en prédiabète. Donc, la réponse à ta question est clairement oui, pendant la période de compensation où il y a à un certain moment une intolérance au glucose sans hyperglycémie basale, oui, il y a un risque de complication qui est le même qu'après, c'est juste qu'on a mis un seuil pour plein de raisons, parce qu'il y a un moment où il faut décider à partir du moment quand tu payes le médicament, mais... Un deuxième commentaire, nous avons il y a longtemps étudié qu'est-ce qu'il y a dans le sérum des patients avec hyperinsulinémie, c'est-à-dire des gens avec des pompes, sans pompes, et le taux d'insuline pris par jour était très différent. Et nous avons trouvé qu'il y en a quelque chose qui fait la prolifération de musculus vasculaire chez ceux qui avaient beaucoup d'insuline. Et ce facteur-là, nous avons identifié, il y a peut-être d'autres, mais un des facteurs que nous avons identifié, c'était PDGF, Platelet-Derived Growth Factor, qui était clairement, si on ajoutait les anti-PDGF, cette hyperprolifération disparaissait. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant à tester. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas s'il y a une sécrétion de PDGF particulièrement au moment de la puberté, mais oui, on pourrait regarder parce qu'il y a des effets directs de PDGF, si je me souviens bien, sur la cellule bêta. Ça a été montré, mais je ne me souviens plus des détails. Oui. Il y a une question. Merci, Pavel. Il y a une question qui demande si on peut avoir les diapos. Oui, absolument, c'est enregistré, puis je pourrais envoyer à Mireille les diapos, pas de problème. Il y avait Nicolas, je pense, qui attend depuis un moment. Thierry, je pense que... Ouais. Merci, Vincent. Vraiment super intéressant. Déformation d'immunologiste, là. Ouh là là, là j'ai peur. Mais non, j'étais en fait très intéressé par les manips chez les rats où en fait la dysfonction semble persister longtemps. Donc, deux questions. Est-ce que cette cicatrice, elle perdure ou si tu gardes les rats plus longtemps, il restaure la fonction pour partie normale? Et deuxième question, est-ce que si c'est une vraie cicatrice, peut-être épigénétique, je n'en sais rien là, est-ce que tu as vu un diabète plus facilement chez ces rats-là qui, au cours de la puberté, auraient été prédisposés à ça? Ouais, deux questions, Nicolas Chaumont. Est-ce que l'anomalie de l'homéostasie, la dysglycémie qu'on observe chez les rats adultes à distance du régime riche en diète pendant la puberté, est-ce que ça perdure au-delà des 12 semaines qu'on a regardées? Je ne sais pas. On n'a pas regardé. Et est-ce que ces rats seraient plus susceptibles à un diabète si on induisait un diabète expérimental? On n'a pas regardé non plus, c'est une bonne suggestion. J'imagine que oui, parce que la masse est diminuée. Or, il y a de plus en plus de données qui montrent que la masse initiale, ton complément en cellules bêta, est un facteur de risque pour développer un diabète. Combien tu en as au départ? Parce que comme je l'ai dit, à part dans ces situations physiologiques qui sont quand même la puberté, c'est chez tout le monde. La grossesse, c'est pas chez tout le monde. Normalement, chez toi et moi, il n'y a plus beaucoup de prolifération de la cellule bêta. C'est vraiment... Donc, la quantité que tu as au départ détermine ta capacité, est un des facteurs importants pour déterminer ta capacité à augmenter la fonction. Donc, j'imagine que la réponse à ta deuxième question est oui, mais on ne l'a pas testé, je ne sais pas. Entre les deux parties, il y avait un peu une interprétation différente de la configuration.
Donc, moi, je me demandais si vous avez vu des stem cells pour les cellules bêta au niveau du pancréas. Quelle est la durée de vie d'une cellule bêta et comment elle est alimentée par ce pool de stem cells? Et moi, la prolifération aurait été un signe que ce pool de stem cells existe, mais comment vous voyez ça dans les deux situations? Ouais, c'est une bonne question. Petronella demande s'il y a des stem cells dans la cellule bêta et est-ce que dans nos deux modèles, on a vu des stem cells et comment elles sont affectées par les conditions expérimentales ou les nutriments ou peu importe. On n'a pas regardé spécifiquement les stem cells. Je ne sais pas si, je pense pas que je regarde Alexis. Là, la réponse est non. Donc, je n'ai pas de réponse claire à ta question en termes de est-ce qu'il y a une population de cellules souches qu'on est capable d'identifier. En revanche, ce qui est suggéré quand même par les analyses Alexis, c'est qu'on part de cellules différenciées. Si tu regardes les trajectoires, là, avec toutes les limites qu'on peut avoir sur le pseudo-time et l'inférence, mais on a l'air quand même de partir de cellules différenciées. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer la diapo de MYC, par exemple, qui est un facteur de transcription pro-prolifératif, mais on voit une population de cellules au milieu de la trajectoire qui exprime MYC. Ce qui semble suggérer qu'on ne part pas de cellules souches dédifférenciées, qui seraient un pool dans le pancréas duquel seraient issues les cellules qui prolifèrent, mais plus probablement de cellules différenciées qui se dédifférencient progressivement pour proliférer. Mais je ne sais pas, mais il faudrait le tester expérimentalement. Oui, moi aussi, c'était une question qui est naïve, évidemment. Mais merci pour la présentation parce que j'ai appris beaucoup de choses. Dans l'étude où on manipulait de façon expérimentale l'alimentation des souris pendant 4 semaines, est-ce qu'on voyait en parallèle une augmentation du poids ou est-ce que les souris étaient évidemment et est-ce que ça veut dire qu'on a de la difficulté à isoler l'effet de l'alimentation versus l'effet de l'excès de poids? Et est-ce que l'excès de poids, s'il y en a eu, est-ce que ça a perduré dans la période post ou est-ce qu'ils sont revenus à un poids normal? OK. L'impression pour l'activité physique avec l'augmentation de poids, ils sont devenus plus sédentaires également. Ouais, question de Lise dans l'étude sur la puberté. Est-ce que les rats sous vos diètes riches en gras ont gagné du poids? Est-ce que l'excès de poids a perduré jusqu'à la fin? Et quid de l'activité physique? Alors, oui, les animaux, pendant les 4 semaines de diète riche en gras, ont pris plus de poids que les diètes normales. Ils sont revenus à leur poids normal à la fin. Donc, quand on mesure à 12 semaines la masse de cellules bêta et la tolérance au glucose, c'est à poids équivalent. Et on n'a pas mesuré l'exercice physique, donc ça, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. On n'a pas fait d'analyse fine de la balance énergétique, là, encore, mais... Le fait que les souris étaient obèses, est-ce que ça peut influencer ici, en plus? Ah oui, c'est un modèle assez grossier en termes de physiopathologie. Ça peut être plein de choses. Tout ce qui est associé à un régime riche en gras chez le rat, la prise de poids, il y a sûrement des modifications de la prise alimentaire parce que ce n'est pas les mêmes densités caloriques de ce qu'on leur donne, l'activité physique, le métabolisme en général. Tout ça peut avoir un effet, c'est sûr. La seule question ici, c'est est-ce que si on perturbe l'environnement métabolique pendant une période définie autour de la puberté, puis qu'on arrête, est-ce qu'à distance, on voit des anomalies? La réponse est oui. Comment ça marche précisément? Je ne sais pas encore. Oui, peut-être on me permettre la dernière question sur le même modèle. En fait, quelque chose que je n'avais pas compris avant, c'est en fait ce qui se passe, c'est que tu perds pendant la puberté l'effet de la nourriture riche en graisse sur la prolifération. Chez l'adulte, ça induit la prolifération, mais pas pendant cette phase-là. Comment on réconcilie La question de Thierry est très bonne, c'est qu'en fait, quand on donne un régime riche en gras à un animal adulte, on a une augmentation de la prolifération. Je vous l'ai montré au tout début, alors que pendant la puberté, on a une diminution. Comment ça marche? Je ne sais pas. Je pense que les facteurs, le mécanisme sous-jacent n'est pas le même. Donc, dans un cas, tu as un signal normal qui est inhibé par le régime riche en gras, qui est un signal très particulier de la puberté, peut-être l'hormone de croissance ou je ne sais pas, qui est inhibé par le régime riche en gras par un mécanisme que je ne connais pas, alors que dans l'autre cas, c'est plus l'effet direct des nutriments.
Mais En termes d'intensité de la réponse, la puberté versus la hyperthyroïde chez l'adulte, on est dans les mêmes niveaux. Ouais. Parce que c'est- ouais, ouais. Je suis en train de réfléchir si on a fait beaucoup de high fat diet chez le rat adulte, parce que la réponse, comme tu le sais très bien, est très variable en fonction, pas juste des espèces, mais de la souche. Alors, je ne sais pas si on peut comparer directement, mais je dirais que dans mon souvenir, c'est à peu près la même amplitude. Oui. on vous remercie encore. Merci à vous. C'est super.